Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver sur le Grand Lekita, le débat politique de Joseph Kouloulou sur Radio Magembo et Magembo TV. Mon invité est M. Daniel Monanteba, premier secrétaire national du PS de la RDC. M. Monanteba, bonjour. Bonjour, M. Kouloulou. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous faites partie de cette nouvelle génération des politiques congolais et c'est facile de trouver sa place dans cet espace politique. Bien, pour commencer, c'est moi qui commence à vous remercier d'avoir pensé à moi, c'est un grand honneur. La réponse à votre question est simple mais un peu compliquée. Que représente trouver sa place dans le microcosme politique congolais? C'est vrai que ce n'est pas évident, dans la mesure où l'esprit de la relève, l'esprit de relève n'existe pas en RDC. Les anciens se cramponnent à leurs privilèges et d'une certaine manière, on est obligé de bousculer un peu les choses. Mais moi, je pense que les choses m'en ont été encore plus faciles dans la mesure où la population, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, s'est rendu compte que nous avons un autre discours et que nous faisons la politique réellement autrement. Et par rapport à cela, je sais que des embûches, il y en aura encore, mais tant que le discours que nous tenons est un discours de vérité, un discours de réalité, on n'a pas à trop forcer. Hein. Les gens qui nous suivent savent sentir qui est sincère et qui ne l'est pas. Et je le suis, donc c'est très facile pour moi d'être suivi et de me faire ma place. Vous êtes arrivé avec des dreadlocks sur l'espace politique. Aujourd'hui, tout cela est parti. Cela veut-il dire que c'était peut-être une façon de vous distinguer des autres? Maintenant, vous êtes connu, on peut mettre un nom, on n'a plus besoin de cela. Non, ce n'est pas une question de besoin. Parce que jusqu'aujourd'hui, je les regrette moi-même, mes dreadlocks. Et une grande partie de la population congolaise et une grande partie de la communauté les regrette avec moi. Mais c'était un temps. Je ne vais pas entrer dans des considérations techniques pour vous dire qu'à un certain moment, au vu du climat à Kinshasa, c'était extrêmement difficile de les garder sous la tête. Un moment est venu, il fallait les enlever. Mais comme vous l'avez fait remarquer, et j'en suis heureux, j'en avais besoin aussi pour me faire remarquer. Je me suis lancé en politique au moment où le marigot était déjà plein d'alligators. Et la population congolaise n'avait qu'un modèle d'homme politique, c'est-à-dire bien coiffé, bien rasé, costume, cravate et consorts. Mais ce sont ces mêmes gens qui ont été les fossoyeurs de la République. Et j'ai voulu faire comprendre à la population qu'il ne faudrait pas se fier aux apparences. Les apparences sont souvent trompeuses. Raison pour laquelle, lorsqu'on me prenait à partie par rapport à mes dreadlocks, c'est quand j'ai postulé à la députation nationale, je répondais toujours aux gens en lingala, Mutasuki Milaï Amaele, na Mutakovo Azoba. Opponé nani passe à la politique. Mais juste après, je disais, Naza Samsonte, et je le répète, que ça ne surprenne personne, je ne suis pas Samson, pour craindre qu'une fois mes cheveux coupés, je perdrais ma force politique. Loin de là, je crois que les gens ont même compris que je suis encore plus incisif depuis. Évidemment, vous arrivez dans cet espace avec l'étiquette du Parti socialiste. Et il fallait vraiment garder ce terme socialiste dans cet espace politique congolais où les noms des partis sont un peu plutôt, je dirais, un peu folkloriques, si vous me passez l'expression. Non, mais d'abord, je vais corriger un petit lapsus que vous avez fait tout à l'heure. Je ne suis pas premier secrétaire national du Parti socialiste congolais. Oui. Le Parti socialiste congolais existe. D'accord. Moi, je suis premier secrétaire national du PS. PS. Le Parti socialiste tout court. Les socialistes. D'accord. Mais je dis en RDC, pour le distinguer du Parti socialiste français. Ou des Belges. Ou des Belges. Oui. Où je viens d'ailleurs d'être invité. Je viens de quitter la rue de Solferino il y a 10 minutes pour me dépêcher de venir à votre émission. Par rapport à l'appellation, c'est vrai qu'en RDC, en Occident, là d'où les noms de ces partis tirent leur source, tout est axé sur une certaine idéologie et une certaine façon de voir les choses, de faire de la politique. Quoique actuellement, gauche, droite, on s'y perd un peu. À l'heure de la mondialisation, les problèmes récurrents, les problèmes qui se posent aux populations ont tous plus ou moins les mêmes schémas de règlement. Mais au niveau de la RDC, j'étais socialiste moi-même de très longue date en Occident. Au niveau de la RDC, j'ai voulu mettre l'accent sur le terme socialiste pour que les gens comprennent vraiment. Parce que la notion de partage. Pardon? C'est la notion de partage? La notion de partage,
la notion d'altruisme, la notion du souci de l'autre. Beaucoup de politiciens en RDC, du sommet à la base, hein, parce que même aujourd'hui, vous voyez le président actuel claironne à tout moment que sa politique est faite sur le social. Il va baser sa politique sur le social, même si nous avons déploré qu'il n'existe plus de ministère des Affaires sociales, alors que c'est un élément qui est censé être primordial dans la politique qu'ils mènent. Bon, ça, c'est leur façon de faire la politique et de gérer leurs affaires. Mais je voulais mettre l'accent sur le social, l'aspect social. Et socialiste, en fait, nous voulions d'abord un déclic au niveau des populations. Ça, je suis tout à fait franc avec vous. Hein. C'était vraiment pour des raisons stratégiques, c'est vrai. Mais malgré ces raisons stratégiques, j'avais plus facile pour ma part à me couler dans ce moule-là parce que c'est vraiment le fondamental de mon action politique. Vous le portez, on peut dire que vous l'avez hérité un peu par rapport à votre ascendance, votre nom, parce que vous portez quand même un nom qui n'est pas n'importe quel nom dans la République démocratique du Congo. Oui, c'est vrai. Au-delà de l'appellation socialiste, c'est vrai que j'ai été fortement influencé par mon père, hein, M. Monate Batumonego Bonaventure, dont je ne suis que le dépositaire du nom. C'est pour ça que j'ai souvent l'habitude de dire que mon père m'a donné un nom et je m'efforce de me faire un prénom. Et j'espère vraiment que ce sera le cas, parce que quelque part, il faudra bien qu'il y ait un moment où on cesse de me voir comme étant le fils d'eux. Et je suis heureux que ça commence à finir, parce que là maintenant, je crois que je suis en train de faire mes preuves et les gens me soutiennent ou m'encouragent, ou à défaut de m'aimer, s'interdisent certains débordements juste parce qu'ils ont compris que je me bats pour me faire un prénom. L'ascendance paternelle est très forte, c'est vrai. Lui-même a été un homme extrêmement social. Je ne lui jetterai pas des fleurs à titre posthume. C'est une réalité que chacun connaît. Et je me dis que si je suis incapable de faire mieux que lui en politique, au moins l'histoire et ce pays ne me pardonneront pas de n'avoir pas fait au moins autant qu'il a pu faire au niveau social. Mais le chemin est encore long parce qu'il a réalisé tellement de grandes choses que parfois les doutes m'assaillent et je dois me réveiller chaque matin en me redonnant courage. Parce que ce fut un grand homme qui a fait énormément pour nous, sa famille, ses enfants et même pour ce pays. Et ce pays est aujourd'hui en crise, une crise politique et sociale. Mais restons sur l'aspect politique. Et je crois que c'est cette crise qui vous a amené à Bruxelles. Est-ce qu'on ne pouvait pas réfléchir sur cette crise depuis Kinshasa? Il fallait vraiment faire le déplacement de Jean Val à Bruxelles, la ville de Château, ou plutôt tout simplement un air du printemps. Oui, mais vous savez, prendre l'avion pour faire 8000 km, c'est un risque qu'on prend. Il y a des crashs, il y a ce genre de choses. Nous ne sommes pas venus à Bruxelles pour le plaisir de voir la Belgique. La Belgique, moi, je suis pratiquement né dedans. Enfin, je suis arrivé très jeune, j'y ai grandi. Donc, il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, nous sommes à Paris. Ce n'est pas la première fois que je viens à Paris. Et d'ailleurs, je suis venu à Paris pour des raisons de travail. Comme je voulais faire remarquer tout à l'heure, je me devais d'aller rencontrer des partenaires, entre autres, visiter le siège du Parti socialiste. Et, bon, le reste, je n'ai pas envie d'en parler à la télévision. Bien sûr. Mais votre question fait écho à l'agitation que nous vivons et que nous entendons depuis Kinshasa, de la part d'une certaine majorité présidentielle, qui a le beau rôle aujourd'hui de parler comme ça. Vous pointez du doigt. Oui, vous ne vous faites que l'écho de ceux que vous entendez aussi. Ils nous pointent du doigt. C'est bien de dire que nous, après 56 ans d'indépendance, aujourd'hui, nous en revenons à revenir auprès des maîtres et patati patata. Ça, c'est un discours, c'est de l'auto. De la mère patrie. Non, c'est un discours dont je ne tiens pas compte. Je trouve que ce sont juste des insinuations. C'est une agitation de bon aloi. C'est bien beau de dire tout ça. Mais juste après nous, je pense que le ministre des Affaires étrangères, Raymond Chibanda, a couru aussi voir M. Didier Reynders. On nous dira que oui, lui, c'était dans un cadre officiel. Dans un cadre officiel pour lui dire quoi? Pour lui poser la question de savoir pourquoi il a reçu des opposants. Et pourquoi la Belgique a fait diligence pour donner des visas. Mais on leur donne aussi des visas avec diligence. C'est bien de dire pourquoi on est venu à Genval, mais je demanderai à nos amis de la majorité, qui sont aujourd'hui dépassés par les événements. Ils sont dépassés, ils sont malades. Où aurions-nous pu nous réunir à Kinshasa?
Des simples réunions de partis socialistes, de partis politiques, entraînent des descentes musclées de la police. Moi, en tant qu'opposant, que n'avons-nous pas subi à Kinshasa? Pour nous dire aujourd'hui, c'est des problèmes qu'on aurait pu régler à Kinshasa. Dans quelle salle? Dans quelle commune? On sait ce qui se passe. Où sont les jeunes de la Loucha aujourd'hui? Où sont les jeunes de Balai Citoyen qui étaient venus? Quel a été le traitement leur réservé? Dites-moi aujourd'hui, même pour des meetings, même pas des meetings, des réunions politiques, des conférences débats, on nous bastonne, on nous disperse comme des poulets. Nous sommes venus, non pas chez le Noko, comme on veut nous le faire croire, mais nous sommes venus dans un milieu où notre sécurité était assurée. Si on nous avait demandé d'aller au Sénégal, c'est l'un des pays d'Afrique dans lesquels nous aurons accouru aussi. Mais moi, j'ai été invité par le président Etienne Tshisekedi et l'UDPS en Belgique à Genève. Donc, que fallait-il faire? Ne pas venir parce que sinon, ça aurait été mal interprété. Moi, je m'en fous totalement qu'on interprète comme on le veut. Le plus important pour moi, c'est la finalité de cette réunion de Genève. Parce qu'on veut nous distraire. Ah, ça a été financé par tel, ça a été financé par tel. Je n'en ai aucune idée. Moi, j'ai été invité par l'UDPS. J'ai payé mon billet, je paye mon hôtel, je me nourris, je loue une voiture à mes propres frais. Quiconque peut dire le contraire, je le mets au défi de venir le dire. Il ne faut pas s'agiter, messieurs. Pourquoi vous vous agitez? Nous sommes venus en Belgique, ce n'était pas la ville de Château. Nous avons parlé des problèmes de la nation. Des problèmes que vous nous empêchez, dont vous nous empêchez de parler à Kinshasa. Aujourd'hui, déjà, tel que nous sommes là, nous les, je ne sais pas comment on peut nous appeler, les conclavistes. Les conclavistes. Mais, nous ne savons pas ce qui nous attend au pays. Parce qu'avoir leur agitation, on les connaît, hein, leurs méthodes sont connues. Mais nous allons rentrer, parce que c'est là notre pays. Et nous continuerons à nous battre sur place, comme nous l'avons toujours fait. Évidemment, si vous rentrez, M. Monanteba, il faudra quand même rendre compte à vos militants. Et vous venez de me dire que ce n'est pas facile de réunir vos militants. Comment allez-vous transmettre ce message? Évidemment, nous, avec les réseaux sociaux, avec la télévision, nos radios, nous allons déjà vous précéder. Mais est-ce que vous aurez la facilité de rendre compte des assises de ce conclave à vos militants et à la population? Absolument. J'aurais bien aimé organiser un grand forum, et je sais que je vais tenter de faire, je vous le dis, vous en entendrez parler. Je vais louer une salle, inviter mes militants à venir entendre la restitution. Si ça se passe bien, tant mieux, nous nous dirons qu'il y a quand même une certaine évolution en termes de démocratie, parce que notre République a tout sauf d'une démocratie. Si on nous l'autorise ou si on nous laisse faire, comme l'autorise la Constitution, parce que ce n'est pas une faveur qu'on leur demande de nous laisser nous réunir, c'est un droit que nous revendiquons. Et jusque-là, nous sommes dans la revendication de nos droits. Aucune faveur ne nous est faite. Nous rendrons compte, à travers une grande réunion, à travers des émissions. Là déjà, c'est le cas, nous avons des émissions, mais comprenez que je ne peux pas rendre compte de mon action au sein de ce conclave par des médias ou des émissions enregistrées de l'extérieur. Je crois que par respect pour mes membres et sympathisants, adhérents, mes membres d'honneur et pour tous ceux qui me soutiennent, je crois qu'ils attendent avec impatience que leur premier secrétaire national revienne au pays et qu'il leur fasse le compte-rendu de ce qu'il est venu faire à Bruxelles et du résultat. Mais je sais que, me connaissant, aucun d'eux ne doute de ma position ou de ma détermination à arriver là où nous nous étions fixés, à atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. Alors, évidemment, on comprend, mais est-ce que vous pensez que ce conclave a réussi à défricher le terrain pour que, au moins demain, le sillon soit tracé pour sortir de la crise politique congolaise? Mais absolument. Cette majorité-là a toujours eu le beau rôle en s'arrangeant pour faire en sorte que l'opposition soit éclatée. Je vous signale qu'ils ont dit que vous êtes allé faire comploter contre la Constitution. Hein. Non, mais écoutez, si réellement la majorité constate que nous complotons contre la Constitution, ben, je serais heureux de voir qu'ils ont constaté que nous sommes encore en train de comploter. Mais elle, pour sa part, ne complote plus. Elle est en train de planifier et de mettre en œuvre un coup d'État constitutionnel et bientôt un coup d'État institutionnel. Donc nous sommes encore à l'étape de la conception. Mais eux sont déjà à l'étape de la réalisation. Qui mérite la prison des deux camps? Ce n'est pas nous. Nous ne complotons contre rien du tout. Et c'est triste pour une majorité au pouvoir, arriver en fin de cycle, parce qu'au mois de décembre, on ne parlera plus de la majorité.
On parlera de messieurs X et de messieurs Y, parce que c'est ceux qui doivent comprendre. Mais c'est quand même triste que chaque fois que l'opposition essaye de revendiquer ses droits, on passe vite au complot. Parce que avec un complot, c'est plus facile de faire arrêter les gens, de créer des procès bidons pour atteinte à la sûreté de l'État, outrage à X ou Y. Je crois que bientôt, on va même modifier la Constitution pour dire qu'on va y ajouter, je crois, l'outrage au bourgmestre de la commune X ou Y. Tout ça, ce sont des échappatoires. C'est de la poudre aux yeux. Ce n'est pas le plus important, messieurs. Le plus important, c'était l'organisation des élections dans les délais. Le plus important, c'était le respect strict de la Constitution. Vous avez eu 2 mandats. 2 mandats qui font 5 plus 5, ça fait 10 ans. Avec les sénateurs qui n'ont eu qu'un mandat, mais qui font quand même 10 ans. Et nous ne devons pas en parler. Non, je crois qu'aujourd'hui, la majorité doit cesser de se victimiser. Mais monsieur, doit assumer ses responsabilités. Monsieur Monateba, je suis d'accord avec vous, mais il se trouve quand même que vous n'avez pas crié assez fort quand on n'a pas refait les élections provinciales et sénatoriales. Et il s'est dit, si les autres ont pu bénéficier d'un mandat gratuit, pourquoi pas lui? Ben, si c'est vraiment ce qu'ils se disent, mais dans ce cas-là, qu'on cesse de parler de complot contre la République de la part de l'opposition. Si réellement ce sont leurs propos ou leurs pensées, ça veut dire qu'ils complotent, eux, réellement, contre la Constitution et contre la République pour se maintenir au pouvoir. Nous savons déjà que nulle intention d'organiser des élections n'est en cours. Nous le savons. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévenir. Gouverner, c'est anticiper. Ça, c'est ce que j'ai ajouté, moi. Un homme politique doit être capable de prévenir, prévoir et anticiper. Ils ont eu, dès 2011, lors de la réélection, ou pour dire, lors de la proclamation de M. Joseph Kabila comme président de la République, ils ont eu 5 ans pour se préparer et voir venir. Entre-temps, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Vous savez qu'entre-temps, nous avons atteint... nous avons été éligibles au PPTE, pays oui. pauvre, très endetté. Pays pauvre très endetté. Moi, j'ai l'habitude de dire en lingala, c'est pas une fierté, parce que pays pauvre très endetté, Mboka Mobola o Etondi Banyongo. Et nous avons applaudi, on s'est retrouvés dans les pays pauvres très endettés. Na liste ya Mboko ya Babola o Etonda Banyongo, Congo. On a atteint cette initiative qui a quand même fait une remise du remboursement de la dette de l'ordre de 350 millions de dollars. J'avais dit en 2012 déjà, lorsque nous avons atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE, qu'on devait mettre cet argent de côté on devait créer un fonds spécial pour l'avenir, pour la jeunesse congolaise, et qu'une partie de ces fonds devait servir à organiser des élections. On n'a pas été écouté. Il y a eu les 5 chantiers avec les Chinois. Il y a eu des pas de porte que les Chinois ont donnés aux différents gouvernements de la République. Où sont partis ces fonds? On n'en parle pas. On a eu la bancarisation qui a permis à ce que des économies drastiques soient faites sur les paiements des salaires. En débusquant les fraudes. Toutes les fraudes. À un certain moment, il y avait presque la moitié de la fonction publique qui était frauduleuse. Où part cet argent? On nous a dit qu'il y a eu augmentation du salaire des fonctionnaires. Dans quelle proportion? Et le surplus, il va où? Tout n'est que magouille en RDC. Mais il faut quand même en finir, M. Monateba. Comment en finir aujourd'hui? En un mot, vous l'avez dit, la seule façon, c'est l'alternance, ou l'alternance politique. Les autres disent qu'ils ont la démocratie leur donne le droit de se maintenir aux affaires. Mais aujourd'hui, il faut quand même en sortir, et par le haut. Oui. Et comment? Faut-il revoir la CENI? Où se trouve le point de blocage? Non, déjà, là, je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites que il faut quand même l'alternance pour en sortir. Ouais. Non, nous, au Parti Socialiste, nous disons que l'alternance ne nous intéresse pas. Dans la mesure où, si aujourd'hui, par le biais de nouvelles élections tronquées, comme celles qui ont vu toutes ces personnes être au pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire des élections totalement truquées, on pourrait subir des élections de ce genre-là pour voir un jour, peut-être, un jour prochain, Lambert Mende, Aubin Minaku ou Matata Pogno, le tristement célèbre, atteindre la présidence. Oui. Il y aura eu alternance. Mais est-ce qu'il y aura eu changement? Non. Au Parti Socialiste, nous disons, nous n'avons pas besoin de cette alternance-là. Nous voulons un vrai changement.
Et un vrai changement passe par la mise à mort de ce régime. Parce que aujourd'hui, tous les anciens caciques de cette majorité qui subitement se retirent de l'affaire quand on arrive en fin de cycle. Mais ça ne vous a pas empêché. Oui, oui. Nous y arriverons. Il y en avait certains avec qui nous avec vous au conclave. Oui. Nous y arriverons. Parce Oui. que moi, je vous dis toujours, et je le dis, les gens qui me suivent me retrouvent. Oui. Je ne suis pas du genre à avoir ma langue dans ma poche ou à couvrir la bêtise. Ce régime doit s'en aller. La date est connue, c'est le 19 décembre 2016 à minuit. Nous nous devons d'extirper ce régime de la conscience des Congolais. Il faut qu'on fasse table rase, qu'on les oublie ces gens-là, parce qu'ils n'ont plus rien à porter. Ils n'ont plus rien à prévoir. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes. Parce qu'ils le disent jusqu'aujourd'hui, au moment où la Constitution limite les mandats, le nombre de mandats à 2, donc avec une durée de 5 ans, vous les entendez tous, jusqu'à présent, ils disent que Joseph Kabila est notre meilleur candidat. Nous ne voyons pas pourquoi nous changerons. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'actuellement, au sein de cette majorité, il n'y a personne d'autre que Joseph Kabila qui a les compétences suffisantes pour conduire la nation congolaise. Ça, c'est... C'est eux qui le disent. C'est ce qu'ils disent. Oui. Je rappellerai juste à cette même population, lorsque l'heure sera venue, et que, finalité, in fine, ils présenteront un candidat. Parce qu'ils sont dans l'obligation de le faire. Bien sûr. Tout ce qu'ils espèrent faire là, avec la modification de la Constitution et le référendum, ça, ce sont des rêves éveillés. Ils rêvent les yeux ouverts. Ça ne passera pas. Si ils ont eu l'habitude de se dire que, de toute façon, ça a l'habitude de passer, qu'ils se souviennent de l'année passée. Le 19, le 20, le 21. Nous avons dû mettre un peu d'eau dans notre vin parce que nous avons refusé de mettre le pays à feu et à sang. Mais vous avez vu la manière dont ils ont tremblé. Et juste après cela, il y a eu la Coupe d'Afrique. Bien sûr. Et je vous jure, vous n'avez pas idée du nombre de dirigeants, d'autorités de cette majorité qui ont failli piquer des crises cardiaques à chaque fois que la RDC marquait un but parce que c'était des clameurs populaires et ils se disaient ça recommence, ils reviennent vers nous. Non, non. Je crois qu'aujourd'hui, dans leur propre intérêt, l'homme prudent voit le mal de loin et il s'en cache. Cachez-vous du mal qui pointe à l'horizon. Parce qu'aujourd'hui, si notre pays devait, malgré nos efforts, conjugués aujourd'hui à travers Genval, si notre pays devrait connaître un triste sort en termes de soulèvement populaire, en termes de violence ou de quoi que ce soit, que nous n'encourageons pas, bien sûr, parce que nous sommes de l'opposition. Quel Congo devons-nous gérer demain? C'est le même Congo de Kabila, de Matata, de Mende et consorts. Si ce pays doit prendre feu aujourd'hui, et que tous ces gens doivent prendre la fuite, parce que c'est la seule chose qu'il leur restera à faire si le pays prend feu. S'ils ne le savent pas, je leur en informe. S'ils ne le savent pas, qu'ils demandent à tous ceux qui sont avec eux aujourd'hui, et qui étaient avec Mobutu hier. Il y a le professeur Trifon Kinkemulumba, il y a Lambert Mende, il y a tous ces anciens caciques du moboutisme là, qui nient aujourd'hui avoir été des moboutistes, et qui ont entraîné Joseph Kabila au fond du gouffre dans lequel il se trouve aujourd'hui, même s'ils ne veulent pas le reconnaître, il est au fond du trou. Et il n'est pas en position de force, contrairement à ce que certains pourraient penser. Je sais ce que je dis, je m'assume. Mais je dis, nous n'avons pas intérêt à ce que ce pays brûle. Pour la simple et bonne raison que si Moulain Temba doit être président demain, il sera président de la RDC. Il n'y a pas une nouvelle RDC, c'est la RDC de Kabila, Matata et tous les autres. Est-ce que ce serait intéressant pour moi de conduire ou de gouverner des ruines? Non. Mais je demande à la majorité d'être totalement responsable aujourd'hui. Parce qu'il ne s'agit pas de majorité ou d'opposition. Il s'agit de la RDC. Et je crois que ce soit de la majorité, que ce soit l'opposition, rien ne devrait être plus important à nos yeux que la survie du Congo en tant qu'État, en tant que nation. Monsieur Daniel Moulain Temba, je crois que vous avez fait le tour de la question, mais il me reste juste une petite chose. Nos pères, les pères de l'indépendance, nous ont démontré qu'il est toujours possible de faire un front commun, même avec ceux avec qui on ne partage pas la même approche, pour arriver à ce changement. Et vous avez dit qu'il faut extirper les uns et les autres. Mais avec qui allez-vous faire ce changement, changer ce Congo? Vous savez, j'ai toujours dit que la RDC n'a plus besoin de se focaliser sur les professeurs, sur ceci, cela, sur les grands pontes qu'on a toujours connus et qu'on a toujours su être des grands gestionnaires, des grands ceci, parce qu'ils nous ont prouvé le contraire.
Ça fait presque 40 ans cumulés. De 65 à aujourd'hui, ça fait 51 ans. Oui. Cumulés de gabégie financière, de détournement. On s'était dit, en 97, que nous avions touché le fond. Nous nous sommes dit, vraiment, avec Mobutu, on a touché le fond et que de toute façon, rien de pire ne pourrait arriver à cette République. Mais avec le régime Kabila père et puis Kabila fils, nous nous sommes rendus compte qu'on n'avait pas encore atteint le pire. Ils nous ont tiré encore plus bas. Aujourd'hui, lorsque je vous dis qu'il faut extirper le mal, je reviens à ce que vous avez dit sur Genval et je préfère clarifier certaines choses. Bien sûr. Nous avons fait un front commun de l'opposition. Le front commun qui parle de quoi? Qui parle du respect strict de la Constitution et de l'organisation des élections dans des délais, même si au fond de nous, nous savons que ce n'est plus possible. Bien sûr. Nous devons être réalistes. Ça, je parle en mon nom. C'est là où vous êtes posé à bonne date, comme on dit. Voilà, à bonne date. Mais à bonne date, pas avec les responsables de ce retard. À bonne date, mais plus avec les personnes qui nous ont tirés vers le bas et qui nous ont emmenés au fond du gouffre par rapport à ces élections. Plus avec elles. Parce que mais ça veut dire que vous remettez... Parce que l'administrateur de ces élections, ça reste la CENI. Vous ne dites rien là-dessus. Vous partez avec cette CENI, mais vous écartez les autres responsables. Quelle CENI? Que veut dire CENI? Parce que le projet est représenté dans cette CENI. Oui, mais, non, mais attendez, déjà, vous devez savoir que la Constitution est claire là-dessus. Dès lors que vous êtes désigné à la CENI, vous cessez d'avoir toute appartenance à un parti politique. Donc, continuez à dire que l'opposition est représentée là-dessus. C'est la majorité qui le dit. Et ça nous démontre que les personnes qu'elle a désignées n'ont pas cessé d'appartenir à leurs différentes formations politiques. Elles continuent d'être de la majorité. Or, au niveau de l'opposition, les 3 représentants de l'opposition ne font plus partie de leur parti politique. Donc, nous avons 3 personnes indépendantes face à 4 personnes de la majorité. Comment voulez-vous qu'on organise de bonnes élections avec ces gens-là? Et puis, que veut dire CENI? Commission électorale nationale indépendante, n'est-ce pas? Oui. Mais en quoi peut-on faire confiance à une scène? Parce que moi, je n'appelle pas ça CENI. À une scène, à une commission électorale nationale. Vous savez pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'elle dépend du gouvernement dans son financement, n'est-ce pas? Que nous a dit la CENI? Qu'elle a été incapable d'organiser des élections par manque de financement venant du gouvernement. Donc, elle dépend du gouvernement dans son financement. Donc, elle n'est pas indépendante. Nous voulons des élections avec une CENI réellement indépendante. Qu'est-ce qui pourrait choquer ou étonner? Rien du tout. Donc, la balle est au centre? La balle n'est pas au centre. La balle n'est pas au centre. La balle est dans le camp de la majorité. Et nous leur demandons de nous rendre la balle. Parce qu'ils n'ont pas su gérer. Si la majorité était composée d'avocats, elle serait suspendue du barreau pour manœuvre dilatoire. C'est tout ce qu'elle excelle dans le dilatoire. Nous, écoutez, je veux que cette majorité comprenne. Parce qu'elle a eu l'habitude de nous attraper comme des petits poulets. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes un front commun. Même si nous ne partageons pas la même vision que tous les participants au conclave de Genval, je tiens à lui affirmer et à l'informer au cas où il ne saurait pas, que la seule chose pour laquelle nous serons tous d'accord, c'est le respect de la Constitution qui consacrera votre départ de la gestion des affaires, messieurs. Le 19 décembre. À minuit. On ne leur demande pas de partir à 18h. Hein. De 18, vous avez jusqu'à minuit. On ne vous dit pas 19 décembre au matin, parce que nous n'allons pas être mesquins à ce niveau-là. Non, nous attendrons minuit. Le 19 décembre à minuit, vous devez partir. Et vous allez partir. Merci Daniel Mwananteba, premier secrétaire national du PS. Un dernier mot. Oui, juste un dernier mot. Pour revenir à ce que vous avez dit de Genval, je sais que les gens qui nous suivent peuvent se poser des questions par rapport à ce dont nous avons fait allusion ici, sans pour autant le développer. J'espère qu'il y aura assez de temps pour l'émission. Nous étions à Genval, toutes tendances confondues. Et c'est vrai que au sein, parmi tous les participants de Genval, il y a eu des nouveaux venus dans l'opposition. Et ces nouveaux venus-là, vous les connaissez, G7 et consorts, mais certains nous ont critiqués. Pourquoi avoir accepté de siéger avec ces gens-là? Je dis bien, que recherche le Parti socialiste? Le Parti socialiste, et j'ai eu à le dire de vive voix au président Étienne Tshisekedi, je vous montrerai la vidéo, je lui ai dit, en ce qui nous concerne, nous sommes prêts à tous les compromis, mais nous ne nous prêterons à aucune compromission. Que disent les alliés et les membres de la dynamique et ainsi de suite du G7 et consorts? Ils disent bien qu'ils nous ont rejoints dans la lutte pour faire respecter la Constitution et le respect des délais constitutionnels. N'est-ce pas? Je n'ai entendu nulle part les gens du G7 ou de la dynamique ou je ne sais quoi dire, du G7 surtout, que
je ne les ai entendus nulle part remettre en question leur gouvernance. Mais nous avons assez pleuré. Notre sueur, selon la Bible, est censée nous nourrir. Aujourd'hui, nous mourrons de faim. Nous mourrons de faim à la sueur de notre front. C'est nous qui travaillons, c'est d'autres qui s'enrichissent et qui mangent. Des larmes, on a assez pleuré. Du sang, il coule, il a suffisamment coulé. Il continue à couler à l'est, à Béni. Donc, pour Béni, j'ai eu à faire une vidéo, mais j'avais encore mes longs cheveux et ma barbe. Beaucoup peut-être ne me reconnaîtront pas. Ça suffit. Le Parti socialiste dit État de droit. Et je l'ai rappelé à M. Étienne Tshisekedi, au président Étienne Tshisekedi, en lui disant que nous avons calqué notre lutte sur la vôtre en termes de constance. Que disait votre lutte? Que le Congo devra devenir un État de droit. Mais qu'est-ce qu'un État de droit? Nous le répétons aussi aujourd'hui, le Congo sera, vouloir ou pas, un État de droit. Mais qu'est-ce qu'un État de droit? C'est un État au sein duquel la puissance publique se met au service de la justice. Et nous n'y changerons pas. Ce qui fait que si aujourd'hui l'objectif est atteint, le respect de la Constitution et le départ de tous ceux qui complotent, qui ne complotent même pas, qui mettent en œuvre une politique de violation systématique de la Constitution, eh bien, lorsque nous serons parvenus à obtenir le résultat de notre lutte commune, avec le G7, la dynamique et tous les autres, mais ça sera pour mettre en place un État de droit. Et je l'ai dit au président Tshisekedi, cet État de droit, une fois la puissance publique mise au service de la justice, mais la justice aura le loisir de s'occuper de tous ceux qui ont des comptes à rendre. Je sais qu'il y en a beaucoup. Et je me dis, l'opposition n'est pas une blanchisserie. Et nous ne sommes pas retrouvés à Genval pour faire des chèques en blanc à qui que ce soit, ou pour absoudre qui que ce soit de ses péchés. Nous n'avons pas le pouvoir, nous ne sommes ni prêtres ni abbés. La justice fera son travail. Et ceux qui se battent à nos côtés aujourd'hui pour le respect de la Constitution devront trouver naturel que la justice s'occupe de leur cas. Ceux qui auront des choses à se reprocher, ils devront en rendre compte. Ceux qui n'auront rien à se reprocher, c'est une justice vraie que nous mettrons en place. Ce n'est pas une justice qui va arrêter les innocents et qui va remettre en liberté les coupables, comme c'est le cas aujourd'hui, où la prison de Makala est jonchée d'innocents. Non, nous allons mettre la vraie justice. Donc, être ensemble, c'est une chose, mais qu'on ne me prête pas des intentions d'absoudre qui que ce soit. Et je l'ai dit au président Tshisekedi, vous verrez la vidéo, et je crois qu'il m'a compris, c'était très clair. Y aura-t-il un dialogue? Au jour d'aujourd'hui, je crois que le dialogue est nécessaire. Parce que jusque-là, vous savez, quand la majorité fait des déclarations, l'opposition fait des déclarations, on se crache, non? Mais d'une certaine manière, nous dialoguons par médias interposés. Il vaudrait mieux qu'on se mette autour d'une table, qu'on se regarde en face et qu'on se dise les vérités. Quelle vérité Daniel Monateba, le Parti socialiste et les alliés, et l'UDPS et ses alliés et les différentes tendances de l'opposition pourraient délivrer à la majorité actuelle? Je peux vous donner un flash de ce message. On se mettrait autour d'une table, on se regarderait, on dirait, bon, chers amis, au point où nous en sommes, vous savez, vous avez mis le pays en moule. Hein? Mais nous comprenons que c'est le fruit de votre immaturité politique et de votre incompétence. Mais là maintenant, le Congo a besoin de se redresser un peu. Et il ne pourrait se redresser que sans vous. Mais on ne vous ravira pas votre nationalité, vous resterez congolais. D'ailleurs, certains d'entre vous, et la plupart d'entre vous, la justice aura besoin de vous entendre. Donc nous avons intérêt à ce que vous restez au Congo. Mais ne pourriez-vous pas éviter un bain de sang ou toute forme de violence? Et cela consistera peut-être à la seule chose positive que vous aurez pu faire pendant tout votre règne. Et pour une fois, rendez service au peuple congolais, allez-vous-en, mais organisons-nous pour que ça se fasse en douceur. C'est comme lorsque quelqu'un vient vous visiter chez vous, vous avez le choix, soit de lui dire « ok, au revoir », de le chasser, ou bien même si vous n'avez pas de problème, même si vous avez des problèmes, vous lui dites « non, sortez de chez moi ». Tout comme, nous comptons le faire avec la maturité requise, nous vous raccompagnerons. Nous vous parlerons de manière civilisée, en vous disant « non mais vous ne vous êtes pas bien comporté, monsieur ». Et là, on fera d'ailleurs preuve de bonne éducation. Vous ne vous êtes pas bien comporté, mais nous vous raccompagnons quand même avec décence, mais prochainement, ne remettez plus les pieds ici. C'est ça, la bonne éducation. Et nous en ferons partie. Merci, je crois que le message est on ne peut plus clair. Monsieur Monateba, bonne chance. Merci. De la chance, j'en aurai vraiment besoin lorsque je rentrerai au pays. Mais jusque-là, elle ne m'a jamais quitté. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui que le Seigneur ou le Très-Haut acceptera que je sois hors circuit au moment où les bonnes choses se préparent. Bientôt, nous allons peut-être avoir l'occasion de travailler pour la République et de démontrer
à nos amis d'en face qui ont excellé dans la gabégie et les détournements et l'incompétence totale. Je pense qu'on aura l'occasion de leur montrer ce que c'est que travailler au service de la République. Je crois que nous aurons encore l'occasion de revenir là-dessus et nous saluons en tout cas le courage de tous ceux qui ont fait le déplacement de Bruxelles et de se soucier du Congo qui doit sortir de sa crise. Merci de nous avoir suivis. C'était Joseph Ploulou pour le Grand Likita.